Est-ce que Harry est devenu un aurore reconnu ou bien un célèbre attrapeur dans une équipe de Quidditch? Jusqu'où les études d'Hermione l'ont-elles mené? Et qu'en est-il de Minerva McGonagall, de Hagrid et les autres professeurs de Poudlard? Dans cette compilation, nous allons revenir sur tout ce que l'on sait sur le destin de tous les personnages de la saga après la bataille de Poudlard. Préparez-vous à découvrir ou à redécouvrir plein d'anecdotes fascinantes. C'est un thème qui nous rassemble tous. On s'est déjà tous demandé ce que l'on allait devenir. C'est une question humaine, fondamentale, et qui plane au-dessus de notre tête toute notre vie. Une question qui peut peser très lourd sur les épaules de certains, j'ai bien connu ça. C'est pourquoi je suis très heureux de collaborer à nouveau avec BetterHelp, le sponsor de cette vidéo. Depuis notre première collaboration, j'ai reçu quelques témoignages de certains d'entre vous qui ont sauté le pas ou qui ont pris conscience de l'importance de la santé mentale. On n'en parlera jamais assez de toute façon. BetterHelp est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui dispose de plus de 350 thérapeutes français certifiés inscrits à l'Agence régionale de santé. Les thérapeutes sont des psychologues cliniciens et psychothérapeutes tous qualifiés et expérimentés. Ils appliquent la même déontologie qu'en cabinet. Après un questionnaire très simple pour exprimer vos besoins, vous êtes mis en relation avec un thérapeute adapté à votre profil. Et pas juste le premier disponible. C'est la force de BetterHelp. Vous proposez une solution qui s'adapte à vous, à votre quotidien et à votre personnalité. Votre thérapeute est disponible en visio, en appel, par message, selon ce qui vous met le plus à l'aise. Moi, je déteste appeler par exemple. Alors avoir le choix des messages, ça change tout. BetterHelp est un service flexible, sans engagement. Si le lien ne se crée pas avec votre thérapeute, vous pouvez changer, sans frais supplémentaires, jusqu'à trouver la perle rare. Vous gardez le contrôle de votre thérapie. Vous pouvez avoir un échange continu, vous pouvez faire une pause, vous arrêter. Un autre point à mentionner, en face de vous, vous avez un humain, pas une IA. Un humain qualifié qui sera capable de vous comprendre, de vous guider, de vous challenger, pas une IA qui ne fera que valider tout ce que vous lui dites. Si vous en avez besoin et que vous souhaitez vous renseigner sur ce thème essentiel, passez par mon lien en description, betterhelp.com/vousavez-qui. Si vous décidez de vous lancer, vous profiterez de 10% de réduction sur votre premier mois. Prenez soin de vous et merci à BetterHelp de soutenir mon travail. Deux précisions importantes. D'abord, J.K. Rowling a écrit un article signé Rita Skeeter à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch de 2014. Dans ce texte, on trouve énormément d'informations sur ce que sont devenus pas mal de personnages. C'est pour cette raison que je ferai si souvent référence à cette fameuse finale. Alors oui, comme c'est écrit par Rita Skeeter, on pourrait se méfier. Mais à part quelques ragots, ces informations sont généralement considérées comme fiables. Deuxième chose, cette vidéo ne prendra pas trop en compte les jeux vidéo qui mettent parfois en scène des personnages dont on va parler. Je ne veux pas que l'on se perde dans ce qui est canon ou pas. En revanche, on utilisera ponctuellement Harry Potter et l'Enfant Maudit, mais uniquement pour en tirer les éléments les plus importants. Sinon, pour certains, il faudrait raconter toute la pièce et bizarrement, je n'en ai pas très envie. Partie 1, le Golden Trio et leur famille. Après la guerre, Harry a replacé la baguette de Suro dans la tombe de Dumbledore, au lieu de la briser comme dans le film. Il a aussi veillé à ce que la vérité soit faite sur le rôle de Severus Rogue pendant la guerre. En son honneur, un tableau du maître des potions a été installé dans le bureau des directeurs de Poudlard, aux côtés des autres portraits. Harry n'a finalement pas suivi sa passion pour le Quidditch. Il est devenu Aurore au ministère de la Magie, sans même avoir besoin de terminer sa scolarité à Poudlard. Le nouveau ministre Kingsley Shacklebolt avait permis cela à tous les jeunes qui avaient combattu et survécu à la bataille de Poudlard. Harry a contribué à réformer le bureau des Aurores, qu'il finira par diriger à partir de 2007. Il est aussi revenu de temps en temps à Poudlard pour donner quelques cours de défense contre les forces du mal. Côté personnel, Harry s'est évidemment marié avec Ginny Weasley. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, James Sirius, Albus Severus et Lily Luna. C'est d'ailleurs sur Albus que se concentre l'épilogue de la saga et la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit. Harry n'est pas devenu ce que l'on pourrait appeler un ami avec Drago Malfoy, mais leur rivalité s'est apaisée. Il a également gardé contact avec son cousin Dudley qui a fondé sa propre famille. Ils s'envoient des cartes pour les fêtes et se revoient parfois pour que leurs enfants puissent faire connaissance. Avant de mourir, Remus Lupin et Nymphadora Tonks avaient choisi Harry comme parrain pour leur fils Teddy Lupin, et il a pris ce rôle très à cœur. Même s'il a été élevé par sa grand-mère maternelle, Teddy passait énormément de temps chez les Potter. Enfin, Harry et sa famille ont assisté à la fameuse finale de la Coupe du Monde de Quidditch de 2014, où ils soutenaient la Bulgarie. Une occasion immanquable, surtout que Ginny s'y trouvait déjà pour son travail. Après la défaite de Voldemort, Ginny a pu retrouver Harry et reformer leur couple.
On ne sait pas vraiment si elle a terminé sa scolarité à Poudlard, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est devenue joueuse de Quidditch professionnelle. Elle a intégré les Harpies de Holyhead, une équipe redoutable et célèbre pour n'être composée que de femmes. On ignore à quel moment exact elle a pris sa retraite, mais elle a ensuite poursuivi sa carrière dans le journalisme sportif. Ginny est devenue rédactrice à la Gazette du Sorcier, spécialiste du Quidditch. C'est d'ailleurs pour ce journal qu'elle couvre toute la Coupe du Monde de Quidditch de 2014 et qu'elle est bien heureuse de retrouver sa famille au grand complet pour la finale. Le meilleur ami de Harry, qui a joué un rôle crucial dans la chute de Voldemort, a lui aussi rejoint les Aurores dans un premier temps, grâce à l'offre de Kingsley. Une occasion de ne pas retourner en cours, il n'allait pas la louper. Ron a participé à la traque des derniers Mange-Morts et partisans de Voldemort, avant de changer de voie 2 ans plus tard. Il a préféré une vie plus paisible et sans doute plus amusante en rejoignant son frère George à la boutique Weasley. Il faut dire que George avait bien besoin d'un coup de main. Avant 2006, Ron a épousé Hermione et tous deux ont eu 2 enfants, Rose et Hugo. Il est aussi devenu le parrain du premier fils de Harry et Ginny, James Sirius. Tout comme ses 2 meilleurs amis, Ron a eu droit à sa propre carte de Choco-Grenouille en hommage à son rôle dans la victoire contre Voldemort. Dans l'épilogue, lorsque Albus Potter s'interroge sur l'attention que leur famille attire, Ron lui répond que c'est sans doute parce qu'il est très célèbre. Une manière subtile de détendre l'atmosphère et de couvrir Harry, toujours mal à l'aise avec sa célébrité. Il encourage aussi sa fille Rose à être répartie chez les Gryffondors et à battre le fils de Drago Malfoy avec ses notes. Un enfant de plus à surveiller pour Hermione. De son côté, Hermione est évidemment retournée à Poudlard après la guerre pour terminer sa scolarité et obtenir ses aspics. Elle est aussi parvenue à retrouver ses parents en Australie et à leur rendre la mémoire. Tout s'est donc bien terminé pour notre sorcière préférée. James Sirius a eu Ron pour parrain et Hermione pour marraine. Après ses études, elle a intégré le ministère de la Magie où elle a gravi les échelons à une vitesse impressionnante. On considère d'ailleurs que le Golden Trio a eu un impact immense sur le nouveau monde des sorciers en participant à sa reconstruction. Hermione a commencé sa carrière au département de contrôle et de régulation des créatures magiques. Elle qui, dès sa 4e année, militait déjà pour la défense des elfes de maison, a enfin pu agir à grande échelle pour améliorer leurs conditions de vie. Elle a œuvré pour toutes les créatures magiques sans aucune discrimination. Elle a ensuite été promue à la tête du département de la justice magique, un poste central qui lui a permis d'aider Kingsley Shacklebolt à réformer les lois et à supprimer celles qui favorisaient les sangs purs. Selon Harry Potter et l'Enfant Maudit, Hermione est devenue ministre avant 2020. On n'a malheureusement pas plus de détails sur ce qu'elle a fait ensuite, hormis sa participation aux événements de la pièce de théâtre. Dieu merci, Arthur et Molly ont survécu à la bataille de Poudlard. Mais j'ai été assez déçu de découvrir qu'on ne savait pas grand-chose de ce qu'ils étaient devenus ensuite. Ce sont pourtant 2 personnages importants. Arthur et Molly sont retournés vivre au terrier et ont eu la joie de voir leur famille s'agrandir. Après la guerre, Arthur a repris son travail au ministère, désormais libéré de l'influence des Mange-Morts. Il a retrouvé son poste au service des détournements de l'artisanat moldu avant d'être promu, quelque temps plus tard, à la tête du département. Du côté de Molly, peu d'informations officielles. On sait simplement qu'elle a repris sa vie de famille au terrier. Son fils Percy lui a d'ailleurs rendu un bel hommage en donnant son prénom à l'une de ses filles. Une jolie façon de se réconcilier après les tensions qu'ils avaient connues pendant la guerre. Selon J.K. Rowling, George ne s'est jamais vraiment remis de la mort de Fred. Malgré tout, il a réussi à reprendre le cours de sa vie et à épouser Angelina Johnson, l'ancienne joueuse de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, et accessoirement cavalière de son frère au bal de Noël. Ensemble, ils ont eu 2 enfants. Un fils prénommé Fred, en hommage à son oncle, et une fille, Roxane. George a continué de faire prospérer la boutique de farce et attrape sur le chemin de traverse, avec l'aide de Ron comme on l'a vu précédemment. Le succès, déjà énorme à leur installation, n'a cessé de grandir au fil des années. George a consolidé sa réputation de meilleur ami des élèves et de pire ennemi des professeurs, avec toutes ses farces. Fred serait sans aucun doute très fier de lui. Pour rappel, Percy s'était réconcilié avec sa famille pendant la bataille de Poudlard, juste avant la mort de Fred. Comme tous les Weasley, il en est ressorti profondément marqué, mais il a fini par reprendre le cours de sa vie et de ses ambitions. Après la guerre, Percy est retourné travailler au ministère de la Magie, qui devait alors se reconstruire et se débarrasser des anciens partisans de Voldemort. Avant 2014, il est devenu directeur du département des transports magiques. Il s'est marié avec une femme prénommée Audrey, et ils ont eu 2 filles, Molly 2 et Lucy. On ne le voit pas dans les films, mais Charlie Weasley, le dresseur de dragons installé en Roumanie, est bien revenu se battre aux côtés de sa famille pendant la bataille de Poudlard. Il est arrivé un peu plus tard, mais a bien participé au combat et en est ressorti sain et sauf. Charlie est le seul membre de la famille Weasley à ne pas s'être marié ni à avoir eu d'enfant. Une vie tout aussi honorable, il a choisi de consacrer son temps à son travail et surtout à sa plus grande passion, les dragons.
De son côté, Bill est retourné vivre à la chaumière aux coquillages avec sa femme, Fleur de la Cour. Ils ont eu 3 enfants, Victoire, Dominique et Louis Weasley. Petite anecdote, Victoire est née le même jour que la bataille de Poudlard, quelques années plus tard. Elle a hérité de la beauté de sa mère et a entretenu une relation avec Teddy Lupin, le fils de Remus et Tonks. Bill a continué à travailler pour la banque Gringotts et en 2013, il était en Égypte pour mener à bien un projet. En 2014, il était de retour avec sa famille pour assister à la Coupe du Monde de Quidditch. Quant à Fleur, sa participation à la bataille de Poudlard lui a valu des médailles d'honneur des ministères français et britanniques. Totalement méritée pour un personnage trop sous-estimé et dont le courage n'est plus approuvé. Après la guerre, elle est retournée vivre paisiblement à la chaumière aux coquillages avec Bill, mais on ne sait pas si elle a poursuivi une carrière professionnelle par la suite. Partie 2. Les alliés de Harry. Neville a lui aussi profité de l'opportunité offerte par Kingsley Shacklebolt et a travaillé quelque temps comme Aurore après la guerre. Mais il a vite retrouvé Poudlard lorsqu'une opportunité d'y enseigner la botanique s'est présentée à lui. Sous l'autorité de Pomona Chourave, dans une école gérée par Minerva McGonagall, qui a toujours été sévère mais juste, parfois tendre avec lui. L'emploi idéal pour Neville qui a toujours montré passion et talent pour la botanique. Dans l'épilogue du dernier tome, Ginny demande à l'un de ses fils de saluer leur ami, le professeur Londubat, ce qui confirme bien que Neville enseignait à Poudlard en 2017. Avant 2014, il a épousé une ancienne élève de Poufsouffle, Anna Abbott, mais ils n'ont pas d'enfants connus. Ils ont vécu ensemble au-dessus du chaudron baveur dont Anna est devenue la tenancière. D'après Rita Skeeter, Anna aurait ensuite suivi une formation de guérisseuse et aurait même postulé pour devenir infirmière à Poudlard. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Neville a été choisi par Harry comme parrain pour son second fils et qu'il a trouvé le bonheur, professionnellement et sentimentalement. Malheureusement, les parents de Neville, Alice et Frank, n'ont jamais retrouvé une existence normale. Pour rappel, ils n'ont pas été tués pendant la Première Guerre, mais torturés par Bellatrix Lestrange et d'autres mange-morts. Leurs blessures ont été si graves qu'ils ont tous les deux perdu la raison. Depuis cette terrible agression, ils vivent à l'hôpital Sainte-Mangouste dans un état végétatif. Neville leur rend visite régulièrement et essaie de maintenir un lien, surtout avec sa mère, qui montre parfois de légers signes de conscience. Mais J.K. Rowling a confirmé qu'ils n'ont jamais retrouvé leurs esprits. Un destin bien triste pour cette famille pourtant si courageuse. La grand-mère de Neville a aussi participé à la bataille de Poudlard et elle y a survécu. On ignore ce qu'elle est devenue ensuite, mais on peut facilement l'imaginer auprès de ses proches, fière et protectrice comme toujours. Elle a sans doute continué à veiller sur Neville, avec encore plus d'admiration et de tendresse pour son petit-fils, qui a tenu tête au Seigneur des Ténèbres. Après toutes ces aventures, Luna est partie explorer le monde. Elle est devenue magizoologiste comme Norbert Dragono, un métier qui l'a menée à la découverte de nombreuses contrées et d'espèces encore inconnues. Elle n'a jamais réussi à prouver l'existence du ronflac cornu, mais elle a identifié et étudié plusieurs créatures magiques, jusque-là non répertoriées, contribuant largement à son domaine. Côté personnel, Luna a épousé Rolf Dragono, le petit-fils du célèbre Norbert. Ensemble, ils ont eu 2 jumeaux, Lorcan et Lysander. Et s'il y a bien un personnage à qui l'on souhaite tout le bonheur du monde, c'est Luna. Elle était présente avec son mari à la Coupe du Monde de 2014 dans de superbes robes faites avec les drapeaux de tous les pays participant à la compétition. Une si charmante attention qui ressemble bien à Luna. Quant à son père, Xenophilius Lovegood, on suppose qu'il a continué à publier Le Chicaneur après la chute de Voldemort. En 2014, il était peut-être encore en vie puisque les enfants de Luna n'étaient pas présents au match. Ils étaient gardés par leur grand-père. Mais on ne sait pas s'il s'agit du père de Rolf ou celui de Luna. Pour Cho, l'ex-petite amie de Harry, on sait juste qu'elle a survécu à la guerre et qu'elle a épousé un moldu. C'est assez dommage pour un personnage qui a joué un rôle important dans la vie personnelle de Harry et qui possédait tant de qualités. Une théorie prétend que le moldu qu'elle aurait épousé ne serait autre que Dudley Dursley. Mais heureusement, cela reste une théorie et pas la réalité. Une théorie bien pauvre d'ailleurs, qui joue presque uniquement sur le fait que l'on ne connaisse pas l'identité de la femme de Dudley et du mari de Cho. C'est quand même bien mince et totalement improbable. On termine cette partie avec 2 autres camarades très proches de Harry, Dean et Seamus. À ma grande surprise, J.K. Rowling n'a donné aucune information officielle sur ce qu'ils sont devenus après la bataille de Poudlard. Rassurez-vous, ils ont bien survécu à la guerre, mais leur avenir reste un mystère complet. C'est la même chose pour d'autres camarades de Harry comme Padma et Parvati Patil, Lee Jordan ou Cormac McLaggen. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils ont survécu à la bataille de Poudlard. Contrairement à Colin Creevey qui est mort ce soir-là ou à Lavande Brown. Même si le cas de Lavande est un peu plus particulier.
Elle semble bien morte dans le film, mais le roman ne précise pas si c'est bien le cas. Elle est attaquée par Greyback, mais elle remue encore faiblement après l'intervention de Hermione. Partie 3. Les antagonistes. Après la guerre, Drago Malfoy a beaucoup changé. Libéré de l'influence de Voldemort sur sa famille, il a pris ses distances avec l'idéologie de son père et a cherché à devenir quelqu'un de plus juste. Il a épousé Astoria Greengrace, la sœur d'une ancienne camarade de Serpentard. Un mariage qui a déçu ses parents, eux qui espéraient le voir épouser un nom plus prestigieux. Mais cette fois, c'est l'amour qui l'a emporté chez Drago. Avec Astoria, ils ont eu un fils, Scorpius, que l'on découvre dans l'épilogue, juste avant sa première rentrée à Poudlard. Malheureusement, 2 ans plus tard, Astoria meurt, laissant Drago seul pour élever leur enfant. Très riche, Drago n'avait pas besoin de travailler et pouvait s'adonner à ses passe-temps. Il prenait soin de l'ancienne collection d'artefacts de magie noire de sa famille, sans les utiliser, et avait aussi un penchant pour l'alchimie. Sa relation avec le Golden Trio s'est nettement apaisée. Et dans la pièce Harry Potter et l'enfant maudit, Drago prend clairement parti pour le camp du bien, avant tout pour protéger son fils. En revanche, on n'a aucune nouvelle de ses anciens amis Serpentard. Crabbe est mort dans la salle sur demande, mais Goyle a survécu à la guerre. On ne sait rien de ce qu'est devenu Pansy Parkinson, à part que sa relation avec Drago s'est stoppée et qu'elle ne s'est jamais mariée avec lui. Dernier grand absent, Blaise Zabini qui a fui les combats mais dont on n'a aucune nouvelle. Après la chute de Voldemort, la famille Malfoy a été pardonnée. Narcissa a sauvé la vie de Harry en mentant au Seigneur des Ténèbres. Drago a aidé nos héros en ne les reconnaissant pas au manoir, et il était bien trop jeune pour être responsable de ses actes. Quant à Lucius, il a coopéré avec le ministère après la guerre, livrant les noms de plusieurs mange-morts encore en fuite. Cela lui a permis d'éviter Azkaban, mais sa réputation était définitivement détruite. Le monde des sorciers connaissait désormais son rôle auprès de Voldemort, et son revirement, même s'il était bénéfique pour le ministère, a dû aussi passer pour de la lâcheté. Lucius et Narcissa ont donc continué à vivre bien plus discrètement. Ils n'ont cependant jamais totalement renié leurs anciennes convictions, ce qui a provoqué des tensions avec Drago, bien plus tolérant et ouvert d'esprit, en grande partie grâce à sa femme Astoria. Lucius aimait toujours collectionner des artefacts de magie noire, mais sans pour autant les utiliser. Et malgré tout, il était sans doute soulagé de vivre enfin dans un monde débarrassé de Voldemort. Personnage marquant de la 4e aventure, Igor Karkaroff s'est enfui du château la nuit même où Harry a annoncé le retour de Voldemort. Ancien mange-mort repenti, Karkaroff avait échappé à Azkaban en dénonçant plusieurs de ses anciens alliés et il savait que beaucoup d'entre eux lui en voulaient. Le Seigneur des Ténèbres le premier. Il a tout de même réussi à survivre pendant près d'1 an après sa fuite, mais dans le 6e roman, on apprend qu'il a finalement été retrouvé et tué. Ses anciens amis ont fini par lui faire payer sa trahison. J'en profite pour dire quelques mots sur d'autres mange-morts dont le sort reste assez flou. Yaxley, par exemple, qui force nos héros à fuir au ministère, a été neutralisé pendant la bataille de Poudlard par George et Lee Jordan. On ignore cependant s'il a été arrêté ensuite ou s'il a réussi à s'échapper. Même incertitude du côté d'Augustus Rockwood, ou encore de Walden McNair, le bourreau qui devait exécuter Buck dans Le Prisonnier d'Azkaban. Quant à Fenrir Greyback, le loup-garou, son destin diffère selon les versions. Dans le film, il semble mourir pendant la bataille, alors que dans le roman, il est simplement neutralisé par Ron et Neville. Rien ne précise clairement s'il a survécu ou non, mais on imagine mal nos 2 héros aller jusqu'à le tuer. Le personnage le plus aimé de la saga, Dolores Ombrage, aura eu le temps de faire beaucoup de mal autour d'elle. Sous le règne de Voldemort, elle a eu tout le loisir d'assouvir sa haine des Némoldus en les jugeant et en envoyant bon nombre d'entre eux à Azkaban. Elle a même écrit pour l'occasion un pamphlet présentant les dangers des sangs de bourbe pour une société de sang pur. L'horreur. Mais à la chute de Voldemort, elle a enfin été arrêtée et jugée devant le Magen Mago, enfin débarrassée de tous les partisans du Mage Noir. Dans l'une des attractions du Wizarding World of Harry Potter, on peut même la voir tenter d'échapper à son procès avec l'aide d'anciens partisans de Voldemort. Sans succès, évidemment. Elle est finalement condamnée à la prison à perpétuité et sa baguette est brisée. Une juste peine pour tout le mal qu'elle a fait. Beaucoup des Némoldus qu'elle a persécutés n'en sont pas sortis vivants. Le cas de Pius est particulièrement intéressant parce que les films ne précisent pas qu'il n'était pas vraiment du côté de Voldemort. Il était soumis au sortilège de l'Imperium et manipulé pour mener la politique du Seigneur des Ténèbres. Et dans le roman, il n'est pas tué par Voldemort comme dans le film. Mais on ignore ce qu'il est devenu après la guerre, mais il est très probable qu'il ait survécu puisqu'il n'était pas considéré comme un véritable ennemi. Libéré de l'Imperium, il a sans doute retrouvé ses esprits, mais on ne sait pas s'il a été réhabilité ou même s'il a continué à travailler au ministère.
Après son accident dans la chambre des secrets, Lockhart est devenu un résident permanent de l'hôpital Sainte-Mangouste, où sont traitées les blessures et pathologies magiques les plus graves, comme celles des parents de Neville. Et il n'avait presque jamais de visite, mais continuait à recevoir des lettres d'admiratrices, auxquelles il répondait toujours avec enthousiasme, même s'il ne comprenait plus vraiment pourquoi elle l'admirait tellement. Apparemment, ces mensonges n'ont jamais été rendus publics. Dumbledore estimait que Lockhart avait été suffisamment puni comme ça. Une triste fin pour ce personnage loufoque, mais n'oublions pas tout le mal qu'il a fait autour de lui pour se mettre en avant. Il a volé la vie et les exploits d'autres sorciers qui n'avaient rien demandé. Et paradoxalement, ce n'était peut-être pas une si mauvaise fin, puisqu'il semblait très heureux de son sort et de cette existence légère, sans mensonges ou de choses à prouver. Il n'a pas été concerné par la Seconde Guerre des Sorciers et a sans doute terminé paisiblement ses jours à Sainte-Mangouste, convaincu d'être encore une célébrité. Rita Skeeter n'a jamais cessé d'écrire. Après la chute de Voldemort, elle publie 2 nouveaux livres. Le premier est une biographie d'Harry Potter, dont on dit qu'à peine un quart des informations seraient vraies. Le second, Rogue, scélérat ou saint, s'intéresse au cas de Severus. Et connaissant Rita, toujours très virulente dès qu'il s'agit de qui que ce soit, j'imagine que le livre était un concentré d'attaques, d'exagérations et de bêtises. En 2014, on la retrouve donc à la Coupe du Monde de Quidditch. Fidèle à sa langue de vipère, elle provoque quelques incidents. Pendant la finale, elle passe son temps à colporter des rumeurs sur les invités présents en loge VIP, notamment Harry, Luna et d'anciens membres de l'armée de Dumbledore. Mais Ginny, qui commente le match à ses côtés, veille au grain. Elle reprend fermement Rita Skeeter à chaque fois qu'elle dépasse les bornes, et lorsque la journaliste ose s'en prendre à son mari, Ginny voit rouge et lui lance discrètement un petit maléfice. Quelques jours plus tard, Rita publie un nouvel ouvrage, bien dans son style, L'armée de Dumbledore, le côté sombre des vétérans. Décidément, certaines personnes ne changent jamais. Lors du dernier tome, les Dursley avaient été évacués du Cat Private Drive pour leur sécurité, et ils ont été cachés dans un lieu tenu secret jusqu'à la fin de la guerre. On ignore s'ils sont ensuite retournés vivre à Private Drive. La plupart des informations que l'on a concernent Dudley. Il s'est marié, a eu 2 enfants et est resté en bon terme avec Harry. Mais aucune idée s'il en était de même pour Vernon et Pétunia, et franchement, ça m'étonnerait. Les rares détails connus sur Vernon montrent qu'il est resté le même, hargneux, arrogant et mesquin. Quant à Pétunia, elle était déjà décédée avant 2020, au moment de l'intrigue de l'enfant maudit. Harry a eu la surprise de découvrir qu'elle avait gardé quelque part la couverture qu'il avait enveloppée lorsque Dumbledore l'avait déposé bébé devant sa porte. Pétunia cachait peut-être bien des secrets dans son cœur, mais on n'en saura jamais plus. Après sa fin de mandat désastreuse, où il a tout fait pour cacher au monde des sorciers le retour de Voldemort, Cornelius Fudge réapparaît brièvement au début du 6e tome. C'est lui qui fait la transition entre le premier ministre Moldu et son successeur, Rufus Scrimgeour. On le revoit une dernière fois lors des funérailles de Dumbledore. Ensuite, plus rien. On ignore ce qu'il a vécu pendant la domination de Voldemort, ni ce qu'il est devenu après la victoire du camp du bien. Partie 4, Poudlard et l'Ordre du Phénix. Après la guerre, Minerva reçoit l'ordre de Merlin première classe pour la bravoure dont elle a fait preuve pendant le conflit contre Voldemort. Il a fallu plusieurs mois pour remettre Poudlard sur pied, et une fois le château restauré, McGonagall en est restée la directrice. La tâche n'était pas simple. Il fallait gérer les traumatismes liés à la guerre, les élèves qui avaient perdu des proches, ou encore ceux qui n'avaient pas pu terminer leur scolarité à cause de leur statut de sang. Mais s'il y avait bien une personne capable de relever un tel défi, c'était elle. Minerva a su panser les plaies de Poudlard avec la rigueur et la bienveillance qu'on lui connaît. Elle est restée directrice au moins jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, soit plus de 20 ans après la bataille de Poudlard. On la retrouve à ce poste dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, où elle continue d'aider Harry et ses amis dans l'intrigue. Toujours fidèle à elle-même, McGonagall est restée une directrice exemplaire. On ne sait pas quand elle a pu prendre sa retraite ou ce qu'elle est devenue par la suite. Vous serez aussi déçus que moi d'apprendre que l'on ne sait pratiquement rien de ce que la vie a réservé à Hagrid après les aventures de Harry. Il a survécu à la guerre et a poursuivi son travail au château. On trouve une brève mention de lui dans l'Enfant Maudit, lorsqu'il invite Albus Potter, le fils de Harry, à venir prendre le thé dans sa cabane. Cela signifie qu'après de 89 ans, Hagrid est toujours à Poudlard en tant que garde-chasse, professeur ou peut-être les deux. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, Poudlard ne peut exister sans Hagrid. Même chose pour Slughorn, le sympathique maître des potions. On sait qu'il a survécu à la bataille et qu'il est resté à Poudlard encore quelques années. Il a finalement pris sa retraite définitive après 2012 et a eu l'honneur de voir son portrait accroché dans la salle commune des Serpentards.
Contrairement au film où elle n'apparaît que dans le premier épisode, Madame Bibine occupe son poste pendant toute la scolarité de Harry. Professeure de vol sur balai et arbitre de Quidditch, elle fait partie intégrante de la vie du château. Elle aussi a survécu à la Seconde Guerre et on la retrouve dans l'Enfant maudit, encore en train de donner cours à plus de 100 ans. Une longévité impressionnante pour une sorcière toujours aussi passionnée. Et c'est à peu près tout pour le personnel de l'école. Malheureusement, J.K. Rowling ne nous a jamais donné de détails sur ce qu'il est advenu des professeurs Flitwick, Trelawney, de Rusard ou de Madame Pomme-Fraîche. On sait simplement que le professeur Chourave a fini par prendre sa retraite après avoir formé Neville Londubat pour lui succéder à la tête du cours de botanique. Kingsley est devenu ministre après la bataille de Poudlard. Cela peut surprendre ceux qui ne connaissent que les films, où son rôle est plus discret, mais c'était clairement l'un des meilleurs candidats pour ce poste. Kingsley est l'un des sorciers les plus puissants de la saga, mais aussi un homme sage, diplomate et respecté. En tant que ministre, il met tout en œuvre pour assainir le gouvernement et faire évoluer le monde des sorciers dans la bonne direction. Sous son mandat, plusieurs réformes importantes voient le jour. Il met fin à l'utilisation des détraqueurs à Azkaban, autorise tous ceux qui ont combattu lors de la bataille de Poudlard à intégrer la formation des Aurores, et décore plusieurs héros du conflit comme McGonagall ou Fleur de la Cour. Plus tard, il nomme Harry à la tête du bureau des Aurores lorsqu'il estime qu'il est prêt à en assumer la responsabilité. Avec l'aide d'Hermione, il œuvre aussi à l'abolition des lois en faveur des sangs purs et pose les bases d'une société plus juste. Après un mandat exemplaire, Kingsley quitte ses fonctions vers 2019, laissant sans doute la place à Hermione. On n'a en revanche aucune nouvelle de certains autres membres ou proches de l'Ordre du Phénix, comme Mondagus Fletcher ou Aberforth Dumbledore. On peut simplement imaginer qu'ils ont repris le cours de leur vie, l'un avec ses éternelles petites magouilles et l'autre derrière le comptoir de son auberge. Partie 5, les personnages secondaires. Andromeda Tonks est la troisième sœur de la famille Black, un personnage présent uniquement dans les romans. Sœur de Bellatrix Lestrange et de Narcissa Malfoy, elle est surtout la mère de Nymphadora. La Seconde Guerre des Sorciers a été particulièrement cruelle avec elle. Elle a perdu son mari et sa fille dans la lutte contre Voldemort. Son seul réconfort, c'est son petit-fils Teddy Lupin, le fils de Remus et Tonks. C'est Andromeda qui l'a recueilli et élevé avec l'aide de son parrain Harry Potter et du soutien de la famille Weasley. Elle ne semble jamais avoir repris contact avec sa sœur survivante Narcissa, leurs idéaux les ayant séparés depuis longtemps. Le père de Cédric ne s'est jamais remis de la mort de celui-ci, assassiné par Peter Pettigrew. À la fin du 4e roman, il remercie Harry d'avoir ramené le corps de Cédric et avec son épouse, refuse l'argent du tournoi des 3 sorciers que Harry souhaite leur offrir. On ignore si Amos a pris part à la lutte contre Voldemort, mais on sait qu'il a survécu à la guerre. On le retrouve en 2020 dans la pièce Harry Potter et l'Enfant maudit. Ayant appris que Harry possède un retourneur de temps, il le supplie de s'en servir pour sauver Cédric. Son avis sur les événements a bien changé, puisqu'il tient désormais Harry pour responsable de la mort de son fils. Et il est scandalisé que ce dernier ne fasse pas en sorte de réparer sa faute. Ce revirement n'est pas surprenant. Amos avait déjà montré dans le 4e tome une certaine mauvaise foi, comme lorsqu'il accusait Harry d'avoir volé la vedette à Cédric, alors que son propre fils le défendait. Au fond, Amos reste avant tout un père meurtri, qui n'a jamais cessé d'aimer son fils et de souffrir de sa perte. Une victime à jamais du retour de Voldemort. Krum a gardé contact avec Hermione, mais il a trouvé l'amour dans son pays. Il a poursuivi sa carrière de joueur de Quidditch professionnel, représentant la Bulgarie pendant de nombreuses années. Mais en 2002, la déception est immense. Il est battu par l'attrapeur égyptien lors de la finale de la Coupe du Monde et son équipe perd à nouveau. Effondré, Krum annonce sa retraite en larmes. Ce n'est qu'en 2014 qu'il décide de revenir et de tenter sa chance une dernière fois. Ce retour attire l'attention et suscite beaucoup de soutien pour l'équipe de Bulgarie de la part des autres pays non qualifiés. Et cette fois, c'est la bonne. Krum offre la coupe à son pays en finale face au Brésil, après une performance remarquable. Olivier Dubois termine sa scolarité à Poudlard dans le 3e roman. Durant l'été 1994, il assiste à la Coupe du Monde de Quidditch avec d'anciens camarades et annonce à Harry qu'il vient de signer un contrat avec l'équipe de réserve du club de Flakmar. Quelques années plus tard, il revient se battre pour Poudlard, aux côtés d'Angelina Johnson, Alicia Spinett et Katy Bell. Tous ces Gryffondors sortiront victorieux de la bataille. Olivier a repris sa carrière de Quidditch ensuite, mais on n'en sait pas plus. On a déjà parlé d'Angelina tout à l'heure, mais du côté d'Alicia Spinett, rien à signaler à part son retour à Poudlard pour se battre. Katy Bell, quant à elle, était déjà présente au château avant la bataille. Elle a 1 an de plus que Harry et ses amis, mais elle a dû redoubler sa 7e année après avoir été victime du collier d'opale. Elle a survécu à la Seconde Guerre, mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue.
Comme on peut le voir dans le film, les relations entre nos héros et créatures ont fini par se calmer. En réalité, l'elfe de maison aigri ne demandait qu'un peu de respect pour en accorder à son tour. Et lorsque Harry lui offre le faux médaillon de Régulus, son ancien maître, tout change. Créature devient plus doux, plus loyal et bienveillant envers Harry, Ron et Hermione. On ignore ce qu'il a fait après la fuite du trio du ministère. Mais avant la bataille de Poudlard, il se retrouve d'une manière ou d'une autre au château et prend part au combat au nom de Harry et de Régulus. Il survit à la bataille, et selon J.K. Rowling, il aurait vécu jusqu'à l'âge remarquable de 666 ans. Le 5e film nous présente Groupe, le demi-frère de Hagrid, mais il disparaît après avoir sauvé nos héros des griffes d'Ombrage. Après cette année compliquée, Groupe a été déplacé dans les montagnes près de Préolard. Selon Hagrid, il était bien plus heureux là-bas, et le géant est devenu beaucoup plus docile par la suite. Il a pu assister à l'enterrement de Dumbledore et a été d'un grand réconfort pour son frère. Lorsque le régime de Voldemort s'installe, Hagrid et Groupe tentent de résister, mais doivent fuir dans les montagnes après avoir organisé une fête illégale en l'honneur de Harry. Ils ne reviennent qu'au moment de la bataille de Poudlard, où Groupe joue un rôle décisif. Il affronte les géants ennemis, bien plus grands que lui, et contribue à la victoire du camp du bien. On ne sait pas ce qu'il est devenu ensuite, mais il est probable qu'il soit retourné vivre dans les montagnes, non loin de son frère, plus autonome et apaisé. Après les événements du tournoi des Trois Sorciers, Olympe Maxime est restée présente dans l'intrigue des romans. Elle part avec Hagrid l'année suivante à la rencontre des géants pour les rallier au camp de Dumbledore. Mais c'est un échec complet. Tous les deux doivent s'enfuir et les géants rejoignent les forces de Voldemort. Dans le 6e roman, Olympe est présente aux obsèques de Dumbledore auprès de Hagrid. Enfin, comme dans le film, elle est au mariage de Bill et Fleur. Sa relation avec Hagrid est restée amicale, mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Présent uniquement dans le premier film, le centaure Firenze est bien plus important dans les romans. Après le renvoi du professeur Trelawney, c'est lui que Dumbledore engage pour enseigner la divination à Poudlard. Ce choix lui vaut d'être renié par sa tribu, les centaures considérant comme une trahison le fait de travailler pour des humains. Il est même attaqué et gravement blessé par les siens. Après le départ d'Ombrage, Firenze ne peut toujours pas retourner parmi les centaures, et Dumbledore le maintient à son poste. Il partage alors les cours avec Trelawney, profondément outré par cette décision. Il a occupé son poste jusqu'à la bataille de Poudlard, où il a combattu les forces de Voldemort. Il a d'ailleurs été gravement blessé, mais a survécu. Par la suite, sa bravoure lui vaut d'être réhabilité par sa colonie, qu'il peut enfin rejoindre en paix. Présenté pour la première fois dans le 3e film, Buck s'échappe de Poudlard avec Sirius à la fin de l'histoire. Buck accompagne Sirius pendant toute sa cavale, et finit lui aussi au 12 Square Grimaud dans la 5e aventure. Après la mort de Sirius, Harry en hérite et a la bonne idée de le confier à Hagrid sous une nouvelle identité. Buck est présent l'année suivante, lors du duel entre Harry et Severus Rogue, juste après la mort de Dumbledore. C'est d'ailleurs lui qui met le maître des potions en déroute et l'oblige à fuir. Buck s'est aussi battu pendant la bataille de Poudlard auprès de Groupe et il a survécu à la guerre. Ce nom ne dira rien à ceux qui n'ont jamais lu les livres. Winky est pourtant un personnage important du 4e roman, l'elfe de maison de la famille Croupton. C'est grâce à elle que l'on découvre comment Barty Croupton Jr. s'est échappé d'Azkaban et qui a été accusé à tort lors de l'apparition de la Marque des Ténèbres. Ce jour-là, pour lui avoir désobéi, Barty Croupton Sr. la libère en lui offrant un vêtement, ce qui la dévaste. Contrairement à Dobby, Winky aurait tout fait pour rester au service de ses maîtres, mais elle est congédiée. Incapable de s'en remettre, elle finit par rejoindre les cuisines de Poudlard où travaillent d'autres elfes de maison. Là, elle sombre dans la dépression et dans l'alcool, apparaissant souvent dans de terribles états. J.K. Rowling a précisé que son état s'était amélioré au fil du temps, même si elle continuait de boire à l'occasion. Winky garde son emploi au château et prend part à la bataille de Poudlard aux côtés de créatures et des autres elfes. Elle y survit probablement et continue à travailler à Poudlard après la guerre. Dans les films, Stan Rocade n'est présent que dans le 3e volet lorsque Harry découvre le Magicobus. Mais c'est un énième personnage plus présent dans les romans. Harry le croise à la Coupe du Monde de Quidditch, puis à nouveau dans le 5e tome lorsqu'il reprend le Magicobus avec ses amis. Plus tard, Stan a la mauvaise idée de se vanter publiquement de détenir des informations sur les Mangemorts, simplement pour paraître important. Le ministère de la Magie, alors dirigé par Rufus Scrimgeour, le fait arrêter et jeter à Azkaban pour suspicion d'activités liées aux Mangemorts. Harry comprend vite qu'il s'agit d'un coup politique. Le ministère veut donner l'illusion d'avancer contre Voldemort, quitte à emprisonner un innocent. Mais lorsque les prisonniers d'Azkaban s'évadent, Stan s'échappe lui aussi, placé sous l'emprise de l'Imperium. Il est même forcé de participer à la bataille des 7 Potters contre son gré. On ignore ce qu'il est devenu après la guerre, mais il a sûrement survécu, retrouvé ses esprits et, espérons-le, repris son poste sur le Magicobus. C'était vraiment passionnant et réconfortant de retrouver tant de personnages qui ont fait la valeur de cette saga que l'on aime tant.
Malheureusement, on n'a aucune nouvelle de personnages comme Ollivanders, Ludo Verpé ou de Mrs. Fig. Mais peut-être qu'un jour, J.K. Rowling aura envie de nous en dire plus. Un grand merci à BetterHelp d'avoir soutenu cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide ou de trouver une thérapie qui s'adapte à vos besoins, passez par mon lien en description, betterhelp.com/vous savez qui. On se retrouve dans une autre vidéo 100% Harry Potter, mais fait accompli.